Bienvenue sur le podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, on explore l'univers du sport outdoor et de la photographie avec une invitée passionnée et passionnante, Delphine Danielou. Delphine est vidéaste, photographe spécialisée dans les grands événements sportifs comme l'UTMB, mais c'est aussi une triathlète, une amoureuse des grands espaces. Et à travers ses objectifs, elle capte l'essence du sport, l'aventure, des émotions brutes qui en découlent. Et dans cet épisode, on va parler de créativité, de résilience, de dépassement de soi, mais aussi de la place des femmes dans le monde du sport. Alors si vous vous demandez comment est-ce qu'on réussit à transformer sa passion pour arriver sur les plus grands événements sportifs de France et du monde, pourquoi la visibilité des femmes dans le sport est-elle si importante et comment transformer sa passion en métier malgré les nombreux défis qui se dressent devant nous, alors vous êtes au bon endroit. Delphine va nous livrer ses meilleurs conseils pour raconter des histoires inspirantes à travers l'image. On passe de l'autre côté de la caméra. C'est parti pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et juste avant de démarrer cet épisode, un dernier rappel. Il ne reste que quelques jours pour profiter de l'offre de début de saison 2025 sur OpenTree. 7 jours d'essai gratuits, votre premier mois à 99 centimes au lieu de 39 euros. C'est valable jusqu'à samedi soir. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour avoir toutes les infos. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de prendre en main votre entraînement, alors on se retrouve de l'autre côté. Et d'ici là, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast avec Hermano et Delphine. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode, encore un, du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Je suis tout seul pour animer aujourd'hui. Charlie n'est pas avec moi. En revanche, j'ai une invitée. Qui répond au doux nom de Delphine Danielou. Salut Delphine. Salut, enchantée d'être là. Tu vas bien, même si on a déjà eu un quart d'heure de discussion off avant? Ouais, bah, ça va toujours bien, hein. J'ai adoré notre introduction, donc Bon. toujours OP. Allez, écoute, on va lancer le sujet. Juste avant de commencer, je voulais quand même le dire, j'ai pris contact avec toi via LinkedIn parce que j'ai vu un de tes posts passer sur le sexisme dans le sport. Et voilà, c'est un des sujets qui m'anime aussi, d'essayer de rééquilibrer tout ça et de redonner ou de donner tout simplement la parole aux femmes. Donc, un sujet qu'on pourra aborder. Mais juste avant, je te propose de te présenter. Dis-nous tout, qui est Delphine Danielou? Waouh, c'est de la pression. Non, bah, ouais, salut à tous, moi c'est Delphine Danielou. Mais si je devais me présenter, je ne sais pas par où commencer, mais peut-être par mon métier. Je suis vidéaste et photographe, plutôt dans le sport. Donc, je suis plutôt sur des événements de triathlon, de trail, outdoor. Je collabore aussi avec des marques outdoor en général. Donc ouais, c'est un peu mon métier. Après, moi, qui je suis une passionnée de sport, je suis une passionnée d'outdoor, je suis une passionnée de la vie. Je crois que voilà, c'est ce qui résume le mieux. Et mon péché mignon, si je peux le dire, c'est de raconter des histoires. Ça va, il y a pire comme péché mignon quand même. Bon, il y a le chocolat aussi, mais bon, c'est le deuxième. Du coup, tu es journaliste ou pas du tout? Non, je suis pas journaliste, je suis photographe vidéaste, donc tout ce qui est lié à la production audiovisuelle de médias, tous les vidéos que vous pouvez voir passer, des récaps de triathlon sur les réseaux sociaux, etc. Excuse-moi la comparaison, mais est-ce que tu fais un peu la même chose que Timothée Nallet et sa team dans Peigné Vertical? Non, eux, ils font plus des interviews, c'est ça, sur les stories, etc., si je me trompe pas. Alors, ils ont peut-être switché ces derniers temps, mais c'est vrai qu'au début, Timothée était aussi photographe et vidéaste de sport. C'était en 2015, je crois, qu'il a couvert les championnats du monde de trail à Annecy, dont la Maxi Race était support. Enfin, voilà, je pense que vous avez fait ou vous êtes croisés peut-être à faire pas mal de choses communes. Oui, mais je pense qu'on s'est croisés sur l'UTMB surtout. Mais non, bah après, j'en parlais hier avec une amie, c'est ça qui est marrant. C'est ce qui est beau dans ce métier quand on travaille dans l'audio, enfin, c'est ma vision des choses, dans l'audiovisuel en tant que photographe vidéaste, c'est que finalement, il y a plein de choses il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Et comme je te disais, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Après, sous quelle forme? Bah, toutes les formes me vont en fait. C'est pour ça que j'adore écrire sur LinkedIn. C'est pour ça que mon métier, c'est de la production photo et vidéo. Mais toutes les manières sont bonnes. En tout cas, le documentaire m'intéresse énormément. J'ai pu déjà en faire. J'ai une chaîne YouTube aussi. Donc, pour moi, toutes les manières sont bonnes pour raconter des histoires. Je suis trop contente d'être sur un podcast. Je me pose la question d'ouvrir un podcast aussi. Donc, tu vois, c'est tous ces milieux-là. Et après, oui, bah, ça permet d'aller sur d'autres terrains avec le Team Organic Coach Xterra, par exemple. Je fais pas mal de community management aussi. Donc, ouais, ça dépend le médium, mais tout est bon pour raconter une histoire. Et comment on raconte une histoire avec une photo?
Parce que Avec une photo, mmh, autant sur une vidéo, sur un podcast, sur de l'écrit, tu vas pouvoir guider ton lecteur dans l'histoire que tu veux lui raconter. Mais avec une photo, il faut vraiment que tu convoques tout l'imaginaire de ton audience. ouais, bah, moi je trouve que c'est même plus simple finalement peut-être avec une photo parce que ce qui compte dans la photo, c'est l'émotion. Et l'émotion, elle passe par le sujet de la photo, par l'angle, le cadrage, par la chromie aussi. Pour moi, les lumières, c'est ce qui m'intéresse le plus sur mon travail de photo. Et les lumières sont hyper importantes pour raconter une histoire, je trouve. Donc c'est un tout en fait qui va créer une image. C'est aussi le contexte, c'est aussi le lieu. Ce que j'aime bien dans la photo, c'est que ça laisse place à l'imaginaire aussi. Si on montre juste une photo, la personne elle peut se dire mais ok, je pense. Delphine, je t'ai perdu. Ah, Ah, voilà, t'es revenu. ouais, on a perdu la connexion. Est-ce que tu m'as entendu sur mon monologue ou pas? Je t'ai pas entendu. Bon, alors après, comme tu enregistres avec ton téléphone, on est sauvé. Mais si tu veux refaire un petit bout pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, oui. Non, ce que je disais, c'est que pour moi, la photo, c'est un tout. C'est autant dans le cadrage que la chromie, enfin, en fait, c'est l'émotion qu'elle va dégager. Comme je disais, moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est les lumières aussi. Le travail de lumière est hyper important. Et ce que j'aime aussi, c'est le mystère, en fait, le mystère qu'il y a derrière une photo. Si je montre juste une photo à quelqu'un, par exemple un triathlète, ok, il va voir son visage, il va se dire, ok, c'est quoi le contexte, c'est quoi ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il est en train de produire comme effort, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et je trouve que c'est tout cet univers qui fait qu'une photo raconte une histoire. Euh, donc après, c'est à choisir quelle histoire on veut raconter aussi. C'est aussi ça la photo. C'est beau, c'est comme une peinture. Tu jettes un trait Ouais, ouais, ouais. sur une toile ou sur une feuille ou enfin, n'importe quel support et puis tu laisses l'imaginaire de ton audience faire, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis après, bah, dans la photo, il y a aussi les reportages qui sont globaux. Souvent, je fais ça. Moi, je fais plutôt des reportages pour des événements de triathlon, par exemple. Et du coup, bah, c'est comment on raconte une histoire globale au travers des photos. Ça va pas être des photos de chaque participant, mais ça va être des photos que je vais choisir parce que c'est un certain endroit, c'est un certain lieu, c'est un moment, un visage qui est un peu ça que je livre à mes clients après, aux organisateurs d'événements. C'est des histoires, un paquet d'histoires. Bon, et si on revenait un petit peu à ton histoire à toi, tu es pratiquante, t'as fait du triathlon. Est-ce que tu veux bien revenir avec nous sur le sport et toi, ta genèse de ton amour pour le sport? Ouais, c'est une question que je me suis déjà posée et je pense que le sport, alors ça va être très cliché de dire ça, mais ça a commencé depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, je suis née à Grenoble, dans la région de Grenoble. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir avec des montagnes autour. Mes parents m'ont toujours amené faire du sport à côté. On a fait du roller, je faisais beaucoup de foot, du ski. J'ai fait du ski à partir de 2 ans. Donc j'ai vraiment grandi avec cet amour de bouger, en tout cas, de m'amuser dehors. Et j'ai commencé à faire du foot surtout. Ça a été ma plus grande passion et ça a été ma vie. Pourquoi tu rigoles? C'est dur. Je n'aime pas ce mot sur ce podcast. Alors, juste pour l'état d'esprit parfois de certains footballeurs. Mais bon, comme tu es une femme, c'est encore différent le foot au féminin, je trouve. Donc, tu es autorisé. Vas-y. Ouais, mais moi, j'ai vécu pour le foot pendant, je pense, 10 ans au moins, même plus. En fait, ce qui a été marrant, c'est que j'ai toujours joué avec des copains, des copines à l'école. Et en fait, je savais pas qu'il y avait des clubs féminins qui existaient. Et ça a été une rencontre de hasard. Mais bref, j'ai fini dans un club féminin. Et ça a été une révélation. Je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment s'amuser entre copines. Et ouais, j'ai fait du foot pendant de longues années. Et ensuite, bah, j'ai arrêté le foot pour faire mes études, puis pour voyager. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je suis partie, j'ai voyagé pendant quelques années. Et il y avait un truc qui me manquait, c'était le sport. Parce que quand on voyage, c'est génial, on bouge, on fait plein de trucs, mais on n'a pas de stabilité, de régularité. Et clairement, je ne pouvais pas me balader avec mon vélo partout. J'avais pas de piscine non plus. Et le triathlon, à ce moment-là, m'intéressait énormément. Et donc, j'ai attendu tout simplement de rentrer de voyage pour me mettre au triathlon vraiment pour de vrai. Ouais, j'en connais qui ont fait le tour du monde en vélo, hein, donc tu peux passer partout en vélo.
Ouais, je suis d'accord. Et aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse. En fait, pour continuer là-dessus, c'est que ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand je suis partie 1 an en Australie et j'ai amené un livre avec moi. C'est le livre de Rich Roll. Je pense que tu vois Écoute, qui c'est. Rich Roll, c'est celui qui m'a inspiré dans mon défi de traverser la France en courant il y a 2 ans. Donc oui, je vois très bien qui c'est. Et puis tu parles d'Australie, je te parlais en off d'un projet que j'ai en 2030. Peut-être qu'on arrivera à s'entendre. Waouh, c'est ambitieux l'Australien, c'est grand. Mais oui, j'avais ce livre de Rich Roll parce que je sais pas, dans ma tête, il y avait un truc avec le triathlon qui m'intéressait et je l'ai lu. Et écoute, je pense que je l'ai lu 2, 3 fois ce livre. Euh, et ça m'a vraiment inspirée. Je me suis vraiment dit à ce moment-là, ok, j'ai vraiment envie de faire du triathlon parce que bah, il y a plein de valeurs dans lesquelles je me retrouvais aussi. Je pense que j'avais envie d'aller plus loin dans le dépassement, dans l'endurance, etc. Donc oui, dès que j'ai eu l'occasion de rentrer en France, bah, je m'y suis mis en tout cas. Bon, remarque, l'Australie, c'est quand même une terre de triathlon. Tu aurais pu t'y mettre là-bas déjà, non? Oui, oui, mais alors figure-toi que j'étais prof de yoga en Australie. Euh, J'avais d'autres trucs en tête. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de passion aussi et j'aime bien aller à fond dans les choses. Donc, quand j'ai un truc, j'y vais à fond. Et puis après, quand j'ai envie de passer à autre chose, je passe à autre chose aussi. Mais non, j'avais juste d'autres choses à faire en Australie, d'autres rencontres, d'autres moments à vivre, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai bien apprécié aussi m'y remettre plus tard. Bon, alors pour la petite histoire, celles et ceux qui connaîtraient pas Rich Roll, bah déjà je vous invite à aller écouter les épisodes où on en a parlé. Vous allez sur devenirtriathlète.com, vous tapez tout en bas dans la barre de recherche Rich Roll et puis vous devriez trouver des infos. Mais sinon, Rich Roll, c'est un Américain, ancien nageur quasi olympique qui a étudié à Stanford, qui a toujours été très orienté sport jusqu'à intégrer l'université où là il est tombé un petit peu dans les travers de certains étudiants, notamment dans l'alcool et sa vie n'a pas été pavée que de bonnes choses. Et vers 40 ans, il s'est rendu compte que s'il continuait comme ça, il verrait certainement jamais l'âge de la majorité de ses enfants et de ses beaux enfants. Et il s'est repris en main et il est devenu champion du monde alors je sais plus si c'était du triple ou du DK Ironman, enfin un sacré profil. Et même maintenant qu'il a 60 ans passés, il est toujours super fit. Il fait plein de choses géniales et c'est un sportif plus qu'accompli. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi en lisant son livre. Oui, puis en parlant de triathlète amateur, je trouve qu'il montre aussi que finalement tout est possible et on peut pousser le sport. Alors on n'est pas obligé tous de le pousser comme Richerel, mais on peut tous plus ou moins pousser le sport autant qu'on veut. Il n'y a pas d'âge pour s'y remettre. Et ouais, c'est pas mal d'enseignements qui sont positifs, je trouve, dans ce livre. Revenons à toi sur ta pratique, encore une fois, quand tu es revenu en France après avoir voyagé un petit peu autour du monde, c'est là que tu as commencé le triathlon. Tu as commencé comment? Oui, j'ai fait un Ironman, voilà. Non, mais... C'était plus ou moins ça. Ouais, non, en fait, j'avais cette idée en tête d'Ironman. Alors, je pense que ce qui m'a toujours intéressé, mais dans tous les sports en général, d'endurance, c'est la longue distance. C'est même aujourd'hui, c'est plus ce que je regarde en général, et je comprends que c'est pas forcément le truc de tout le monde, mais moi, oui, ça a été toujours la longue distance. Et en fait, quand je suis revenue en France, du coup, j'ai commencé, enfin, je me suis intéressée au triathlon, j'ai acheté un vélo, etc., un Between. C'était pas encore autant la mode que du triathlon en plus à l'époque, mais ça commençait. Et bref, j'ai rencontré un ami qui m'a dit qu'il il s'inscrivait à un Ironman. Et du coup, si ça m'intéressait, et du coup, je lui ai dit oh, mais je sais pas faire ça. Et puis après, je lui ai dit bah oui, en fait, parce que j'ai toujours rêvé, donc pourquoi pas. Et bref, il y avait quasiment moins d'un an quand même. Il y avait moins d'un an avant la course. Mais il m'a dit, par contre, avant, je voudrais faire un M et un L. Et du coup, bah, en fait, j'ai fait un M, un L et puis l'Iron. Mais l'Iron, c'est pas quelque chose dont je suis fière. C'est pas quelque chose que je recommande. Non, alors, c'est pas ça. C'est pas quelque chose que je recommanderais. Mais je pense que j'ai fait 4 mois de training avant de partir, ce qui était largement pas assez. Mais bon, avant, je m'étais entraînée pour des plus petites distances. Et puis j'avais ça dans la tête et dans le cœur, donc j'avais envie de le faire. Alors, je dis souvent sur le podcast sur le tour de la rigolade que j'en ai marre de ces gens qui commencent le triathlon, qui commencent soit par un Ironman ou après un an qui se retrouvent au championnat du monde. Rassure-nous, tu te classifies bien dans la catégorie des amatrices, c'est-à-dire pas dans le top. T'as pas juste fait un Ironman et puis t'es arrivé à Hawaï l'année d'après.
Absolument pas. Ça peut te rassurer, absolument pas. Non, j'étais d'abord dans ma rassuré parce que ouais. moyenne, mais ma bonne moyenne, j'étais contente, mais non, je suis pas voilà, ça a pas été, facile, mais comme je te disais, j'avais ça dans le cœur, j'avais ça dans la tête et je voulais juste m'amuser, en fait et pour moi, le sport, c'est un plaisir, c'est comme je te disais, c'est je joue, c'est ce qui m'amuse, en fait, donc j'étais trop pas contente de partir pour ce défi. Je me suis rendu compte de la charge de travail de préparation pour un Ironman quand même, mais non, c'était vraiment pour le fun, pour le plaisir pour moi, quoi, et j'étais trop contente. Et alors, tu as commencé par un M, un L et après l'Iron. Tu étais sur quelle compétition et... Oui, alors moi, j'étais du côté de Bordeaux à ce moment-là. Donc, ça a été, je me rappelle plus de tous les noms, mais c'était à peu près il y avait le Frenchman. L'Iron, c'est le Frenchman. Il s'appelle le Frenchman, mais du coup, c'est la distance Ironman. Et je crois que c'était pareil pour le M et le L, hein. Je crois que c'était la même franchise que j'ai fait. Du coup, au niveau de Ourtin ou Lac d'Ourtin. Je sais pas si ça, ça parle à des personnes. Et comment tu t'es préparé? Comment je me suis préparée? Mais en fait, il faut savoir que ça faisait déjà des années que j'étais passionnée. J'ai toujours été passionnée par le sport, donc même si ça n'a jamais été mon métier, que ça a toujours été un plaisir, j'ai énormément lu de livres depuis très longtemps. Du coup, je savais à peu près, alors je dis dans les grandes lignes parce que je suis pas coach sportif et rien n'est parfait, mais je savais à peu près dans les grandes lignes ce qu'il fallait faire. Et puis, en fait, ça a été assez progressif finalement parce que j'ai commencé par acheter mon vélo, puis par faire quelques sorties, et puis par augmenter mes sorties, et puis me renseigner encore plus sur comment on prépare un Ironman. Et j'ai essayé de faire du mieux possible en fait pour ajuster le volume, pour que j'arrive à de plus en plus encaisser le volume. Et puis après, j'ai essayé surtout la natation parce que c'est ce qui me faisait le plus peur aussi. Pourtant, j'ai toujours été une bonne nageuse. Enfin, je m'en sors bien sans trop d'entraînement, quoi. Mais c'était ce qui me faisait le plus peur. Donc, en fait, je me mettais vraiment des grosses séances avec du volume, pas tous les jours, bien sûr, mais pour être sûre de pouvoir faire la distance. Et ouais, ça a marché. Donc, je pense que c'était pas le plan parfait, mais c'est comme ça que je me suis entraînée. Et je pense que quand on est passionné, qu'on se renseigne un petit peu et qu'on pense aussi à sa santé et qu'on ne se force pas non plus dans le côté malsain, normalement, c'est un bon équilibre, je trouve. Et du coup, le résultat, c'était quoi sur ce Frenchman? Mais j'ai fini déjà. Je sais plus, Bravo. je t'avoue que je sais plus combien de temps j'ai mis, mais je pense que j'ai mis entre 12 et 13 heures. Ce qui était très bien pour moi. Enfin, la natation, j'étais hyper contente. Ça s'est super bien passé. Je crois que j'ai mis 1 heure. En- Ah, c'est bon. Ouais, ça y est, t'es revenu. Bon, Donc, je ça reprends juste la natation, c'est sur ce mis que une j'ai heure dit. et après, fini. Non, la natation, j'ai mis entre 1h10 et 1h20, je crois. Donc, j'étais très contente de ça. Le vélo, ça a été une catastrophe parce que je me suis pris le vent de face. Il faut savoir que là où j'étais, c'était autour de Lacano. Ouais, Lacano, je crois. C'est très plat. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, le vent de face, ça m'a achevé. Donc, je pense que j'ai mis 6h, 6h30 peut-être à vélo. Et en run, je voulais faire 4h30 et je crois que j'ai mis 5 heures, quelque chose comme ça. Je crois que c'était à peu près ça les temps. Mais j'étais très contente, très satisfaite. J'avais la banane de A à Z et c'était tout ce que je voulais. Donc, ouais, c'était super. Et ensuite, est-ce que tu as re-signé? Est-ce que tu as fait d'autres triathlons? Mais ensuite, ça m'a fortement traversé l'esprit. Il y a deux choses qui se sont passées. En fait, c'est que d'une part, il y a la charge d'entraînement pour des distances aérones, elle est quand même conséquente. Enfin, je trouve quand on veut bien faire et pas non plus se blesser, il faut quand même le prendre entre guillemets un peu sérieusement. Et à ce moment-là, il y avait déjà pas mal de choses qui s'assemblaient avec le travail, etc. Et ça, je me voyais pas repartir tout de suite forcément pour un autre triathlon. Et comme on en parlait un petit peu aussi, l'ambiance triathlon commençait à me plaire un peu moins. Je sentais que j'avais envie de plus déjà de dénivelé, de montagne. J'avais envie de déménager aussi, de revenir dans les Alpes où je suis née. Euh, et de retrouver une ambiance un peu plus fun, outdoor. Donc c'est ça que je cherchais et c'est pour ça que je suis allée plutôt vers le trail ensuite, par la suite. Ouais, je regardais quand même tes résultats qui sont publics hein, sur T2 area.com notamment. 13h16 hein, pour le Frenchman, c'est pas mal. Ouais, ça 1h20 va. pour la natation, 6 minutes de transition, bah, c'est tout à fait honorable. 6h40 de vélo et puis 5h02 de course à pied. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau pour un premier, bravo.
Ouais, bah merci. Non, j'étais très contente. Puis comme je te dis, moi, ce qui comptait, c'était d'avoir la banane. J'ai des souvenirs incroyables de ce triathlon. Je peux te dire que le vent de face à vélo, je m'en souviendrai. Parce qu'il y a des moments, je regardais ma moyenne, je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais arriver au bout, quoi. Je me voyais, mais je pense à des moments, j'étais à 23, quoi. Je me dis, mais j'avance pas, je suis sur place. Donc, très contente de l'avoir fini, ouais, c'était chouette. Et, et après, tu switches sur d'autres disciplines du triathlon? On en parlait un petit peu en off. Comment ça? Ah oui, en cross triathlon, tu veux dire? Ouais. Ben, en fait, ça, c'est une coïncidence. Je me demande pourquoi on m'a pas présenté le cross triathlon plus tôt dans ma vie. Je pense que j'aurais plongé dedans direct. C'est par le travail, en fait, que j'ai commencé à connaître la franchise Xterra et des cross triathlètes avec le team Organicoach Xterra aussi. Et j'ai découvert un autre univers, le cross triathlon. Et je me suis dit, mais c'est formidable. C'est tout ce que je cherchais. C'est dehors, c'est dans la montagne, c'est du dépassement, c'est du triathlon aussi. C'est fun, il y a une super ambiance. Et ouais, ça m'a donné envie de pratiquer vraiment le VTT et puis de mettre au cross triathlon plutôt aussi. Ouais. Et alors, verdict? Tu Et t'y es ben mis? j'ai fait mon premier cross triathlon l'année dernière en Espagne. C'était Xterra Espagne. Malheureusement, la natation a été annulée. Alors malheureusement ou heureusement parce que l'eau était trop froide. Mais incroyable, j'ai adoré. C'est jamais eu un effort pareil. C'était juste incroyable. Puis être dans les montagnes. Enfin, le dépassement, je trouve, dans la montagne, vraiment, pour moi, c'est autre chose. Il y a les éléments aussi. Je trouve qu'il y a un côté épique, aventure qui me plaît encore plus, quoi. Mais oui, c'était formidable. L'ambiance était cool et tout le monde s'encourageait. J'ai redoublé mon compagnon et son père dans la descente en trail. Donc j'étais la plus heureuse. Ils me pardonneront. Génial. Mais ouais, Bon, on les c'était fun. embrasse. C'était fun. Euh, et tu l'as dit en intro, toi, tu es photographe et vidéaste de sport. Est-ce que ça t'oblige aussi, est-ce que ça exige aussi à ce que tu aies une condition physique au top? Ouais, complètement. En tout cas, je pense pas que c'est la vision de tout le monde, mais c'est la mienne, c'est la vision de mon métier. Alors, je m'entraîne d'abord pour le plaisir et je pense que même si c'était pas mon métier, la photo et la vidéo, je m'entraînerais quand même. Mais je trouve que c'est une exigence aussi à avoir dans mon métier parce que pour produire les productions que je fais, pour délivrer les images que je fais et surtout en vidéo aussi, pour moi, c'est nécessaire à certains moments de se bouger les fesses, de courir, de crapahuter à droite, à gauche. Et alors oui, il faut pas forcément être un triathlète professionnel et c'est pas ce que je suis du tout. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir une condition physique et aussi rien que le poids du sac. Il faut C'est ce que pouvoir se j'allais le dire. trimballer. C'est ce que j'allais dire, parce que déjà, quand tu accompagnes des copains, des copines, la famille sur un triathlon juste avec un iPhone et puis éventuellement ton pull qui traîne parce que tu as Le commencé à avoir chaud, sandwich. c'est un peu difficile. Mais alors, quand tu te travailles avec ton sac, avec tes téléobjectifs, avec tes appareils, etc., ça doit être autre chose. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais. Bon, il n'y a pas de réseau à Grenoble? Mais là, je suis à Chambéry, mais si, mais je pensais pas que c'était mon réseau qui plantait, mais je sais pas pourquoi. Bon, Bon, écoute, l'essentiel, c'est qu'on mais arrive à se parler. ouais, Je pense que l'épisode en audio sera plus sympa que l'épisode en vidéo pour ceux qui nous suivent. ouais, désolée. Je suis un peu à la campagne quand même. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Ouais, non, effectivement, la condition physique, ne serait-ce que pour porter le matos, déjà courir avec l'appareil photo et le téléobjectif dans les mains, c'est une chose, mais en plus avec le poids du sac, il pèse combien ton sac si tu vas sur un trail, par exemple? Alors, il faut savoir que je suis très nulle avec les chiffres, donc je vais peut-être dire n'importe quoi, mais je crois que c'est quelque chose entre 12 et, je sais pas, 15 kilos peut-être. Moi, je sais que j'essaye de faire le plus léger possible parce que bah, c'est lourd en fait et que j'ai besoin d'être hyper mobile. Mais en fait, oui, non, je me retrouve vite avec du poids quand même. Et ouais, il y a aussi le VTT électrique qui aide un peu, mais ça fait quand même du poids à transporter. Donc, j'essaye de faire au mieux pour pas me casser le dos quand même. Tout à l'heure, tu disais que tu avais peut-être croisé la team Penny Vertical à l'UTMB, donc ce qui veut dire que tu as couvert l'UTMB. C'est une course qui dure pour les meilleurs 19 et quelques heures. Pour les autres, on est plutôt autour de 50 heures. Toi, tu restes combien de temps sur place juste pour l'Ultra Trail? Je ne te parle pas pour toute la semaine UTMB, mais juste pour l'épreuve de l'Ultra Trail, par exemple. Ça te prend combien de temps sur place? 2 jours. Moi, je suis restée 2 jours. 2 jours Mais en sans fait, dormir? ouais. Quasiment. Non, en fait, ça dépend des missions, ça dépend
des partenaires pour qui tu travailles en fait. Moi, je ne travaillais pas directement pour l'UTMB, mais c'était Dacia à l'époque qui était le partenaire principal de l'événement. Et du coup, la mission qu'on avait, c'était de faire un reportage complet de l'événement, autant du côté des élites de Dacia et du côté des amateurs. Donc la première nuit, on l'a fait blanche pour suivre tout le monde. Et la deuxième nuit, on a dormi, mais on a suivi un peu tout le monde jusqu'au bout, quoi. En fait, jusqu'à pas que les derniers arrivent, mais quasiment. Ça y est, t'es reparti. Ça y est, t'es revenu. Comment on construit justement un reportage, un documentaire, un suivi, un projet pour un partenaire comme Dacia, justement, ou qui te donne comme commande, voilà, je cherchais le mot, pas ordre, mais comme commande, de suivre aussi bien les élites que les amateurs? Déjà, comme tu l'as dit, oui, ça dépend de la commande, ça dépend de la personne qui t'envoie. Ensuite, c'est du bricolage. Je vais pas révéler de secret. Je pense que tous les créateurs médias diront ça. C'est du bricolage avec comment on peut faire pour avoir le maximum d'images qu'on peut optimiser pour la personne pour qui on travaille. Donc là, le plan le plus simple, c'était d'abord de suivre les élites, puis après de revenir en arrière et de suivre plutôt la course amateur. Mais il n'y a pas de secret, ça va vraiment dépendre des images clés qu'il va falloir produire et de comment on peut faire, parce que il y a aussi toute la logistique à chaque fois qui rentre en place, le tunnel du Mont Blanc, comment on peut pas faire demi-tour. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et en vrai, la préparation d'un reportage, photo ou vidéo, ça prend énormément de temps. Ouais. C'est une des plus grosses parties quand même. Il y a tellement d'aléas que j'imagine que tu peux pas scripter ce genre de mission. En revanche, tu vas repérer le terrain avant, tu vas essayer de voir avec l'orga ou avec le partenaire quels sont les hotspots qu'ils veulent immortaliser. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à voir. Et tu l'as dit, sur un trail, ultra trail, tu as aussi le côté logistique. Tu peux pas monter partout avec le vélo électrique ou avec le 4x4 ou avec ce que tu veux. Donc, il y a plein de choses que tu es obligé de finir à pied. Ça doit être quand même une sacrée organe, hein. Les autorisations aussi, les accréditations, tout ça. C'est tout à prendre en compte. Mince, je voulais dire quelque chose, je ne me rappelle plus. Non, je me disais, c'était par rapport au parcours. Ouais, je sais plus, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais non, c'est énormément de choses. Ah si, le script, voilà. Si, on peut scripter. Moi, c'est ce que je fais. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tout le monde fait, mais moi, c'est, je sais pas, peut-être un tips. Moi, je sais que je visualise énormément pour tous mes projets. Avant le jour J, je visualise le parcours que je veux faire, les spots que j'ai repérés, là où je veux être, et potentiellement ce qui va se passer en avance. Alors, bien sûr, ça ne se passe jamais comme ça, mais en fait, ça me permet en fait, je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu dans ma tête. Donc, une fois que je l'y suis, et ben, en fait, ça se déroule tout seul. Et s'il y a un événement, quelque chose où je peux m'adapter, en fait, tout simplement. Tu t'adaptes facilement sur le moment. Mais ça m'aide d'avoir déjà, entre guillemets, un sorte de script dans ma tête où je sais ce que je fais, je sais où je vais. Ouais, ça m'aide énormément. Bon, c'est de la visualisation, hein, c'est pas un secret. Hein. Ce que beaucoup de monde fait. Et tu y vas avec quoi comme matos? Tu y vas juste avec ton boîtier et un ou plusieurs téléobjectifs? Tu y vas au drone? Ton métier, ça consiste en quoi? Ça consiste à être couteau suisse. Souvent, j'ai un grand angle, j'ai un téléobjectif, j'ai 2 appareils, j'ai mon drone, j'ai mon stabilisateur, j'ai mes micros. J'ai tout ce qu'il faut pour produire tout le contenu dont j'ai besoin. Donc non, J'ai 25 kilos de batterie derrière que tu tires avec la valise. les batteries. Après, je prends l'essentiel, hein, je prends les batteries qu'il me faut. Non, il y a énormément de choses. Les caméras d'action aussi. Ça va dépendre encore de la mission du projet. Est-ce que je fais que photo? Est-ce que je fais photo vidéo ou que vidéo? Mais c'est toujours beaucoup de matériel, c'est sûr. Mais c'est ça que j'aime aussi, hein, c'est de pouvoir diversifier. Et comme je te disais, de raconter des histoires avec plein de matériel, ça permet de varier les angles. Le drone aussi, c'est magique, c'est scénique et ça peut faire de très belles images et des belles histoires. Ouais. Je sais pas si tu peux en parler, je n'ai pas posé la question en off avant, mais un reportage comme ça, notamment pour l'UTMB, pour un partenaire qui te commande un reportage, il faut compter combien?
De quoi? De temps, de jours, d'argent? Tout en fait, parce que de toute façon le temps c'est de l'argent, donc je sais pas, une fourchette, hein, c'est pas la peine de donner les chiffres exacts si tu peux en parler, mais ouais. Ah, t'es parti. Ah, c'est Revoilà. bon. Voilà. Bon, je sais pas si tu as entendu, mais je te disais, voilà, dans les grosses mailles, parce que le temps, c'est de l'argent, on le sait, donc tout ton temps de préparation, bah, ça va rentrer aussi dans la facturation que tu vas proposer. En gros, si tu veux produire un reportage de, je sais pas, 15-20 minutes pour ton client, il faut compter combien? Bah, là, je donnerai pas des chiffres comme ça parce que je trouve que ça a aucun sens. Je pense que les prix, les tarifs ne doivent pas être un tabou dans ce milieu et je pense qu'ils le sont. Moi, je sais qu'avec mes amis, mes collègues, on en discute assez librement et c'est cool. Mais en fait, si je balance des chiffres comme ça, c'est assez hors de sens, ça n'a pas de sens en fait. Parce que bien sûr, ça va dépendre de la commande du client, ça va dépendre du temps sur place, ça va dépendre, est-ce que je dois louer une voiture, est-ce que je dois pas louer une voiture, est-ce qu'il y a des péages, l'essence, ça va dépendre de la production, du temps de post-production surtout. Est-ce qu'il faut livrer une vidéo de 3 minutes, est-ce qu'il faut livrer 3 réels, est-ce qu'il faut livrer je sais pas, juste 50 photos comme ça de reportage, ou c'est vraiment un reportage complet qui peut avoir, je sais pas, 250 photos, voire plus. Ça va dépendre de tellement de paramètres, donc ça peut coûter autant, j'ai envie de dire, quelques centaines d'euros que des milliers d'euros en fait. C'est aussi, l'échelle est aussi large que ça. Ouais, je sais que moi, je m'étais renseigné pour mon défi de traversée de la France, donc qui durait 30 jours. Si on avait fait un petit peu aussi sur la prépa, sur le pendant et sur l'après, on m'avait dit à minima et un prix d'amis, il faut compter 1 000 € la minute pour un docu à partir de 25 minutes. Quoi. Donc, en gros, pour faire 30 minutes sur l'histoire, il faut compter 30 000 €. Et encore, c'est un prix d'amis et c'est sans envisager 6 mois de travail pour la personne qui va produire tout ça. Quoi. Mais en fait, ouais, ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que bah, c'est un métier et du coup, il y a de la valeur qui est Bien produite. sûr. C'est pas que de la valeur matérielle, c'est pas que de la valeur en termes de déplacement, d'essence, etc. C'est aussi, on crée de la valeur, on crée une histoire, on crée des images. Et moi, je trouve que c'est important de rémunérer à son juste prix la valeur. Et c'est un discours que je tiens énormément. Je pense que toutes les personnes qui me posent des questions là-dessus, je leur réponds la même chose. Mais je trouve que c'est hyper important de fixer des justes prix quand on est photographe et vidéaste. Des justes prix qui correspondent à la valeur qui est produite. Parce que ce métier est sacré. On a eu des magnifiques prédécesseurs, des magnifiques personnes qui travaillent dans ce métier. Et je pense que c'est important de le respecter et ouais, de lui redonner toute sa valeur en tout cas. Et en termes de droits d'auteur, justement, quand tu produis quelque chose pour ton client, est-ce que tu transfères les droits d'auteur? Est-ce qu'il devient propriétaire des images, que ce soit photo, vidéo ou autre? Ou est-ce qu'il devient propriétaire que de ce que tu lui transmets, mais tout le reste, tous les rushs que tu as toi, toutes les prises de vue, toutes les photos, toutes les vidéos que tu ne lui partages pas, il ne les a pas achetées, donc tu restes propriétaire. Comment ça marche dans le milieu? Là, c'est des questions, je veux pas avoir, je veux pas avoir le CNC qui me retombe Non, dessus. non, si tu peux en Non, parler, non, si tu veux en parler, non, évidemment. je peux en parler, il n'y a pas de souci. C'est plus que je n'ai pas forcément toutes les réponses. Je sais ce que moi je fais et ce que j'ai eu comme échange avec mes clients jusqu'à aujourd'hui. Ce que je fais en général, c'est que déjà, quand j'ai un événement, je livre bah, la commande qui a été commandée. Moi, c'est plutôt des reportages en général. Donc, je fais une sélection des photos qui sont intéressantes et je les livre. J'édite les vidéos et je les livre. Après, on fait des allers-retours, des modifications avec les personnes qui l'ont commandé. Ensuite, le client est propriétaire des images que je lui ai livrées. Moi, je suis propriétaire de mes images puisque c'est moi qui les ai créées. Ce que je ne fais pas, c'est que je ne vais pas m'amuser à donner ces images à quelqu'un d'autre ou à les revendre ailleurs. Parce que pour moi, c'est juste de l'authenticité et de l'honnêteté. J'ai travaillé pour ce client, il m'a payé à la mission, j'ai fait ces images et ça lui appartient aussi. Donc, c'est plus une question d'éthique, en tout cas pour moi. Et est-ce que tu peux, alors je t'embête un peu là-dessus, mais est-ce que tu peux travailler pour plusieurs clients en même temps? Par exemple, là, on parlait de l'UTMB et de ton partenaire de Dacia qui t'avait fait une commande. Est-ce que tu aurais pu bosser aussi, je sais pas, pour Oka et faire un autre type de reportage, d'autres prises de vue, mais en étant déjà sur site et en ayant déjà en tête que tu vas livrer une partie pour Dacia et une partie pour Oka? Ça me paraît plus complexe. Ça me paraît plus complexe parce que déjà d'être focus sur un client et justement de lui apporter toute la valeur dont il a besoin, je trouve ça déjà un gros travail en soi, comme je te disais, niveau logistique, optimisation, etc. Après, ce qui arrive aussi, peut-être que c'est pas quelque chose qui est très connu, mais ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des marques qui collaborent entre elles. Donc, bah, par exemple, pour Dacia, c'était OK aussi que Oka récupère quelques images.
Donc, Ouais. et si Oka était dans la photo, c'était peut-être mieux. Donc voilà, c'est plus ça qui se passe en général. Ça m'est jamais arrivé, je crois, de travailler pour 2 clients en même temps et je trouve que c'est un peu bizarre au niveau logistique et optimisation. Why not? Je sais pas, j'ai pas eu la question qui s'est posée en tout cas, mais ma vie. Hop, et revoilà. Donc, ta vision, tu disais? Non, je disais juste que quand je travaille pour quelqu'un, je travaille vraiment pour quelqu'un, donc je suis focus sur le travail que je dois lui rendre, lui apporter, sur ce que je peux créer. J'essaye de pousser au maximum en fait ma créativité, du coup, parce que on s'ennuie jamais. C'est ça qui est beau aussi, c'est que même si je me dis, OK, j'ai les images où je sais que je peux livrer mes images à ce client-là. Peut-être que je peux pousser encore plus ma créativité pour avoir des images que j'aurais pas pu avoir sinon. Donc, en fait, tout le temps que je vais avoir, je vais vraiment le dédier à ce client. Et c'est ça qui est fun aussi. Ça pousse un petit peu dans ses retranchements. Allez, dernière question sur le sujet et les sujets, justement, les coureuses, les coureurs, les sportifs qui sont l'objet de ces photos. Est-ce qu'ils ont un droit de regard sur les photos ou pas? C'est-à-dire un droit de regard. Bah, est-ce que s'ils te voient shooter, qu'ils te reconnaissent, ils peuvent te contacter, te demander des photos, les acheter ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit de s'opposer à ce que ton client utilise leurs photos, enfin, leur image ou pas? Alors, j'imagine que ça rentre aussi d'un point de vue légal avec ce que tu signes ou ce que tu acceptes quand tu t'inscris sur une Oui, c'est course, ça. etc. Mais Mm. est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont venus te voir et qui te disent ah, j'aimerais bien voir les photos que vous avez faites ou au contraire, j'aimerais bien que vous ne publiez pas ces photos-là? Ah, et Désolée, je pensais pas que ma connexion était aussi pourrie. Tu me disais, est-ce que j'ai déjà eu des gens? ouais, est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont venus te voir après une course pour te dire bah, j'aimerais bien voir la photo que vous avez faite ou au contraire s'opposer à ce qu'elle soit utilisée? 10,000 times. Je pense que les triathlètes sont fans de leurs photos. Et ce que je comprends, moi aussi, quand je finis mon trail, mon triathlon, j'ai envie de voir les photos. Il y a plusieurs choses. Alors, quand on s'inscrit à un événement, en général, on signe une case comme quoi on autorise l'événement à utiliser des photos, des images de nous. Donc ça, c'est pas un problème pour moi. Ensuite, il faut savoir que je prends jamais des photos moches. Et des vidéos moches. Pour moi, c'est hyper important de mettre les personnes en valeur. Quand on prend des images, on peut les trier ensuite et on peut faire une sélection et on peut mettre en valeur les personnes. Donc, ouais, je fais hyper attention à ça parce que mon métier, c'est de produire des belles images. Et belles dans le sens où elles montrent une émotion, une histoire, un dépassement et qui sont intéressantes. Moi, je vois des photos de moi des fois quand je fais des trails, je me dis, oh mon Dieu, jamais je prends cette photo. Hors de question. Non, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un Aerox. Oh mon Dieu, avec une amie, mais les photos, mais jamais, jamais, jamais je les prends. Non, ouais. Donc, blague à part, c'est hyper important pour moi de mettre en valeur les personnes. Donc, pas de photos moches. Après, je fais souvent des reportages. Donc, mon métier à moi, c'est pas de prendre tout le monde en photo. C'est pas comme d'autres photographes qui font notre métier, ou je dirais une autre façon de le faire, qui vont à un endroit et qui prennent toutes les personnes qui passent en photo. En général, moi, c'est des reportages. Donc, je choisis les moments où je prends une photo, les contextes. Et donc, tout le monde n'est pas sûr d'avoir sa photo à la fin de l'événement. Et ça, des fois, c'est moins compréhensible. En général, les triathlètes, les athlètes en général sont hyper contents de voir le reportage fini parce que ils se rappellent du moment, ça raconte l'histoire, etc. L'organisateur est super content aussi d'avoir un reportage global. Mais aussi, j'ai beaucoup de messages de triathlètes qui disent ah, j'ai pas trouvé ma photo, est-ce que tu peux m'envoyer ma photo? C'est une autre mission, c'est une autre façon de raconter un événement. Et j'ai pas forcément tout le monde en photo. Bah, c'est sûr, enfin, t'imagines sur un Ironman où en moyenne il y a 2000 ou 2500 inscrits, tu peux pas te permettre de shooter 2500 personnes dans les bonnes conditions, avec les belles photos, à des endroits différents, etc., etc., quoi.
Ouais, moi, en fait, je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait pour d'autres collègues, pour des amis, pour les aider. Mais ce qui m'anime dans mon métier, c'est vraiment comment je peux magnifier un événement, comment je peux raconter des histoires. Encore, j'y reviens toujours. Et c'est ça qui est fun et c'est ça que j'aime faire, en fait. C'est de chercher les angles, c'est de chercher les lieux. Ce virage-là, il est magnifique. J'ai envie de prendre le drone, de monter, de prendre le temps, d'avoir 2 personnes qui passent pour prendre cette photo avec cette lumière à cet endroit. C'est ça mon métier. Super. Pour passer sur un autre sujet, tout à l'heure, tu disais que tu as découvert le cross triathlon, notamment en collaborant avec la team Organic Coach. Il y a beaucoup de filles, notamment Alizé Patiès, qu'on a eu sur le podcast. J'ai compris, et notamment on a échangé un peu là-dessus par message et en off, que le sport au féminin était une chose importante pour toi. Au-delà de ça, même tu luttes énormément contre le sexisme dans le sport. Est-ce que tu veux qu'on fasse un arrêt sur image, si je puis me permettre, là-dessus, qu'on en parle un petit peu du sexisme dans le sport pour toi? Oui, bien sûr. Mais, moi, je trouve que c'est un sujet hyper important de discuter. Mais comme je te le disais en off, surtout ce qui m'anime et ce qui est hyper important pour moi, c'est la visibilité des femmes dans le sport, dans l'outdoor, dans l'aventure, dans les expéditions, etc. Parce qu'en fait, ça vient d'un constat de quand j'étais petite, je sais qui j'ai regardé. J'ai découvert l'expédition par Mike Horn, j'ai découvert le triathlon par Rich Roll. Et c'était extrêmement dur, je trouve, de se projeter en tant que jeune femme, en tant que petite fille, dans un univers qui me paraissait si masculin. Et c'est pour ça que je trouve que la visibilité médiatique des femmes dans ces milieux-là est hyper importante parce que ça fait donner des rôles modèles, en fait, pour les petites filles, les jeunes femmes, les femmes, peu importe les âges finalement, mais juste de pouvoir s'identifier, je trouve que c'est hyper important et que ça ouvre la voie des possibles pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Et comment on peut faire pour le faire encore plus, encore mieux? Moi, j'essaye d'inviter plus de femmes que d'hommes. Ça dépend des saisons, ça dépend des fois, ça dépend aussi des personnes qui acceptent. Crois-le ou pas, mais il y a quelques femmes qui refusent de répondre à mes questions. Alors, est-ce que c'est parce que le podcast n'est pas assez connu? Est-ce que c'est parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont rien à dire? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas envie de se mélanger dans un monde trop masculin? Je ne sais pas, mais il y en a qui refusent. Comment est-ce qu'on pourrait inverser la tendance? Bah après, je pense que tout le monde a son libre arbitre et envie de s'exprimer ou pas. Je pense pas que c'est forcément une question de genre. Mais pour moi, une des clés, c'est aussi la médiatisation. C'est avoir plus de femmes devant l'écran, avoir plus de femmes derrière l'écran. Il y a des festivals qui font énormément le travail, comme le festival Femmes Montagne à Annecy. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont réalisatrices, qui sont derrière la caméra et visibiliser aussi ces domaines-là. Pour moi, c'est hyper important. Ça me fait penser, il y a pas longtemps, j'étais dans une boutique photo et j'ai pris un prospectus. Et c'était la photographie Canon de sport. Donc je me suis dit, waouh, c'est pile ma branche. Et je te donne dans le mille, dans ce prospectus, il y avait non seulement que des athlètes hommes qui étaient représentés, mais aussi que des photographes hommes qui étaient représentés. Et ces petits détails du quotidien, en fait, j'ai parlé pour moi, mais moi, en tant que femme, et je pense dire nous en tant que femmes, on les voit au quotidien et depuis toujours. Et petit à petit, ce qui peut paraître anodin et banal, en fait, devient le quotidien de chacun. Et c'est ça qui, je trouvais important à changer, c'est faire des petites modifications dans le quotidien. Alors moi, je parle beaucoup du domaine médias, vidéo, photo, sport. Ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines, mais pour ce milieu-là, de faire plein de petits changements au quotidien, les prize money qui deviennent équitables, mettre autant de femmes que d'hommes sur les affiches, etc., etc. En fait, c'est ça qui permet petit à petit de visibiliser de plus en plus les femmes et ouais, d'ouvrir les portes pour tout le monde. Bon, bah, tu vois, tu réponds à ta question que tu m'as posée quand on a commencé le call. Mais qu'est-ce que je fais dans ton podcast? Bah voilà, tu fais ça dans mon podcast. Non seulement tu es une athlète, tu es cross-triathlète, et puis tu es une femme, et on collabore à médiatiser un petit peu tout ça. Oui, oui, non, mais c'est clair. Et je pense que, comme je te le disais aussi, toute femme a une histoire différente, a une histoire intéressante, et c'est bien aussi de les raconter. Je sais que j'adore, moi, écouter les biographies, les parcours, autant d'athlètes que dans tous les domaines. C'est ce qui inspire aussi beaucoup de personnes, et c'est ça que je trouve super chouette avec le podcast encore plus. Moi, je suis une grande fan de podcasts, je les écoute en courant, etc. D'écouter plein d'histoires passionnantes et justement de mettre aussi des femmes à l'honneur pour qu'on puisse, bah, encore une fois, avoir des rôles modèles quoi, et pouvoir s'inspirer.
Bon, écoute, j'espère que que je fais ma part, que je fais mon petit colibri. Et puis, il y en a plein d'autres, des confrères et des consoeurs qui font ça aussi très bien. Tu peux aller écouter Athlètes Mondiaux, qui fait ça bien. Il y a aussi Enduroflow, qui s'appelait avant, je ne sais plus, le nom m'échappe, mais voilà, elle font ça super bien. Oui, et si je peux ajouter aussi, il y a plein de sujets à aborder aussi. Je sais que tout ce qui est cycle menstruel, moi, ça fait peu de temps, et j'ai l'impression que ça fait peu de temps finalement qu'on en parle. Pourtant, bah, c'est depuis toute la vie sportive de chaque femme qu'on vit nos cycles menstruels. Donc, il y a plein de sujets comme ça, où ça peut être juste des thématiques uniques de podcasts, de vidéos, de reportages, qui sont hyper importants à développer dans la vie d'une femme, une femme sportive. Il y a vraiment plein de sujets qui sont possibles. Donc oui, je pense que c'est aussi parler de plein de sujets qui, entre guillemets, ont pu paraître tabous et non pas à être tabous, en fait, font partie du quotidien. Dans le milieu aussi de la photo et de la vidéo, moi, quand tu as fait l'introduction, tu en as parlé de mon post que j'ai fait sur LinkedIn, mais je pensais pas que c'était un tabou, en fait, de parler de ça. Et en fait, il paraît que c'est un tabou de dire que j'ai été victime de sexisme en tant que photographe et vidéaste dans le sport. Et je ne pensais pas du tout. Donc, je pense qu'il faut parler de tout ça pour qu'on en ait conscience. Et si ça dérange des gens, tant mieux. Ouais. Il faut être un peu le poil à gratter. Tu parlais du sujet des cycles menstruels, des vieux épisodes du podcast il y a déjà 5 ans. On avait reçu notamment Juliana Antero, qui est une chercheuse à l'INSERM sur le sujet du sport au féminin et des femmes dans le sport. Et on avait reçu aussi Hélène Guillaume, avec qui on avait pas mal parlé des cycles menstruels chez la femme. Enfin bref, voilà. C'était pour placer aussi nos anciens épisodes. Si vous les avez pas écoutés, il faut retourner en arrière. Delphine, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète? D'y aller avec le cœur et avec passion. Parce que c'est pas toujours facile. Des fois, on remet en cause ses choix de vie quand on est dans la course. Mais non, d'y aller avec le cœur, d'y aller avec passion et de commencer petit à petit, faire des petits pas. Je trouve que c'est bien aussi. Une question spéciale pour toi, là, pour terminer aussi l'épisode. Quand on est sur une course, alors j'ai bien compris que toi, tu aimes bien capter les moments, c'est-à-dire t'aimes pas, j'imagine que tu n'aimes pas être forcément cette photographe qui est à la fin du 15e kilomètre, assise sur ton tabouret en train de shooter, parce que finalement, les gens s'attendent à à te croiser ou à croiser tes confrères et tes consoeurs. Mais justement, quand on est dans la course, c'est quoi la meilleure attitude quand on croise un photographe, un vidéaste? Est-ce que c'est ne rien faire, continuer à être dans son moment, dans sa course, dans son émotion, ou au contraire, faire un petit sourire, faire un petit signe de main? C'est quoi le meilleur, selon toi, la meilleure attitude? En fait, justement, il n'y a pas de meilleure attitude parce que moi, je cherche à capter des moments bruts, des moments authentiques. Donc, en fait, si la personne a envie de me faire un big smile et de me faire un signe de la main, c'est très bien. Mais si la personne a juste envie d'être dans son effort et dans le dur, etc., et ben, c'est très bien aussi. Justement, je prends beaucoup d'images, surtout en vidéo, pas en photo aussi, mais de personnes qui sont dans des moments pas faciles. Et pour moi, ça a été pas facile aussi parce que j'ai dû accepter d'être témoin, d'être en face d'eux et de ne pas les aider, de ne rien faire. Et bon, je pense que tout le monde n'a pas forcément cette question qui vient en tête, mais moi, ça a été quelque chose à accepter, de me dire, OK, c'est pas grave, je suis juste là pour capter l'émotion, capter le moment et raconter cette histoire, en fait. Donc, il n'y a pas de meilleure manière de réagir, c'est la manière dont vous voulez. J'ai des super photos d'événements où les gens sont juste en équipe, super heureux, en train de faire un gros smiley. Et j'ai d'autres moments où le gars a crevé, il ne sait pas comment changer son pneu et c'est la galère. Et justement, cette photo du gars qui a crevé son pneu, un ami à lui m'a envoyé un message pour récupérer la photo et pour l'imprimer pour son anniversaire. Donc, je veux dire, maintenant, je me focus sur prendre les images et je pense que les gens seront contents de les avoir par la suite parce que c'est ça qui est beau aussi dans ce sport, dans le triathlon et je vais dire en général dans la vie, mais c'est les imprévus. C'est ce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et ce qui se passe pourtant. C'est ça le plus beau et moi, j'adore cette part d'imprévu dans mon travail et sur les événements sportifs. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Et ça répond très bien, je te remercie. Delphine, une dernière toute petite question. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on te contacte justement si on t'a vu sur une course et qu'on veut récupérer nos photos?
Me contactez pas. Non, je suis trop contente en général d'avoir des messages, même pour me dire que l'événement s'est bien passé et qu'ils étaient contents. Je suis trop ravie. Après, il faut savoir que c'est juste que ça me fait beaucoup, beaucoup de travail si je dois. Alors, je suis très gentille. Je suis très gentille. Donc, je prends des fois le temps d'aller chercher les photos, mais il faut savoir que ça me prend énormément de temps, que c'est beaucoup de travail en plus, qu'il faut que je retouche aussi la photo parce que je ne vais pas livrer des images brutes. Donc, je ne le fais pas en général. Je ne le fais pas, je livre les images que j'ai à livrer. Mais si vous voulez me contacter parce que je suis quelqu'un de sympa, j'ai Instagram, Delphine Danielou, j'ai LinkedIn où j'adore écrire, partager des histoires. C'est vraiment un endroit où j'aime écrire avec mes tripes, avec mon cœur. J'ai une chaîne YouTube que je viens de relancer aussi, qui est justement plus sur cette thématique de visibiliser les femmes dans l'outdoor, dans l'aventure, dans l'expédition, dans le sport. Oui, je trouve que c'est pas mal. Et mon site web, vous pouvez voir mes travaux. J'ai quelques photos aussi qui sont dessus, delphinedanielou.com. Super. De toute façon, je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Mais merci beaucoup, Delphine, pour ce bon moment, cet échange très sympa. J'espère que les auditrices et les auditeurs ont apprécié, qu'ils n'hésitent pas à venir te contacter, te faire un petit coucou. Tu nous donnes l'adresse juste enfin, si c'est une adresse simple de ta chaîne YouTube. Delphine Danielou. J'ai fait très, très simple. Hein. C'est pas très compliqué. Sur les femmes dans l'outdoor, tu en as quelques-unes que tu peux aller piocher dans nos invités. Je pense notamment à Marie Léotet, je ne sais pas si tu vois, qui a fait le tour du monde en cours. Mais il y a des aventures incroyables. Hein. Maintenant, moi, j'ai beaucoup regardé, du coup, j'ai rencontré et beaucoup regardé ce qui se faisait dans le sport, l'outdoor, l'expédition, l'aventure. J'ai des modèles incroyables, Sarah Marquis, Caroline Côté, Lincia Dario. Il y a plein de femmes qui se dépassent, il y a plein de femmes qui sont inspirantes et c'est trop chouette. Et j'aime toujours autant écouter des podcasts de femmes inspirantes. Donc, on continue comme ça. Super. Écoute, merci beaucoup, Delphine. À très bientôt.